Santé Magafrique. Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitement, soins, protocole, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM. Votre bien-être santé. Santé Magafrique. Bonjour à vous, bonjour l'Afrique. Merci de choisir Ifriqiya FM. Nous passerons désormais 26 minutes santé Magafrique, votre bien-être santé. Je suis Samar Hamadi, accompagné, comme à chaque fois, du docteur Ilyas Akhamouk, spécialiste des maladies infectieuses. Comment ça va, docteur? Bonjour Samar, ça va bien et toi? Ça va tranquille. Je suis accompagné de notre chroniqueuse spécialisée ou spécialiste de la microbiologie, Chérifa Ouboun. Bonjour, comment ça va? Bonjour Samar, bonjour l'Afrique, ça va très bien, merci. Très bien. Alors, l'on parle dans ce numéro d'une maladie très contagieuse provoquée par un virus qui envahit le système nerveux et qui peut entraîner en quelques heures des paralysies irréversibles. Il s'agit de la poliomyélite. On entend souvent parler de la poliomyélite, notamment lors de la vaccination du nourrisson. C'est une maladie très très contagieuse, comme je viens de le dire. Mais la polio, c'est quoi exactement, docteur? Alors la poliomyélite, c'est une maladie qui est connue, c'est une maladie historique, maladie infectieuse, malheureusement qui a été beaucoup fréquente en Afrique, maintenant un peu moins. Alors la poliomyélite, qu'on appelle aussi la polio, tout court, est également appelée paralysie spinale infantile. C'est une maladie virale, spécifiquement humaine, causée par le poliovirus, d'où le nom. Poliovirus qui est un entérovirus, donc c'est un virus digestif. C'est une maladie qui a causé beaucoup de drames, notamment dans l'histoire de l'humanité, avec des problèmes de paralysie et beaucoup de séquelles, notamment chez des enfants. Ma génération et votre génération un peu plus jeune ne voient pas beaucoup les séquelles, mais les générations précédentes, on avait toujours dans notre quartier, une personne avec des béquilles, avec un membre qui est plus court que l'autre, ou un membre qui est plus atrophié et qui était souvent dû à la poliomyélite. Heureusement, grâce à l'évolution de la médecine aussi. Oui, la vaccination surtout, notamment au XXe siècle, qui a été très efficace pour réduire de manière drastique le nombre de cas de polio, mais aussi à l'effort des pays et à l'OMS pour avoir une éradication mondiale. On a beaucoup évolué, malheureusement il existe encore quelques cas dans le monde, mais le nombre de cas de polio a nettement régressé dans le monde grâce aux efforts de tout le monde et à l'évolution de la médecine aussi. Voilà. Donc maintenant on a parlé de la source, c'est la polio. Donc Chérifa Ouboun, tu es microbiologiste, on parle de la maladie ou d'une maladie très contagieuse. Comment attraper la poliomyélite? D'accord, donc comme le docteur le disait, cette maladie est causée par le poliovirus du genre entérovirus. On parle ici des virus qui ont un tropisme ou une attirance pour l'intestin. Donc le virus va se retrouver au niveau de la gorge, de l'intestin grêle, des selles. Le virus va se retrouver au niveau ça peut se retrouver dans les selles, dans la gorge, l'intestin grêle. Donc en fait, une personne qui est malade ou infectée, ces virus vont se retrouver au niveau des selles et ces selles peuvent contaminer l'eau ou les aliments. Donc, d'une manière ou d'une autre, une personne saine, c'est-à-dire qui n'est pas porteur du virus, va se retrouver à consommer cette eau ou encore cette nourriture. Donc, c'est comme ça qu'elle va se retrouver contaminée. Le virus se multiplie également au niveau de la gorge. Donc, lorsque une personne infectée va éternuer, ces gouttelettes respiratoires contiennent des virus. Et si elle est à proximité d'une personne saine, c'est comme ça qu'elle va contracter les virus en fait. Donc on parle ici de transmission par voie féco-orale, par l'intermédiaire d'eau ou d'aliments contaminés, mais également par aérosol, c'est-à-dire qu'une personne infectée va éternuer et ses gouttelettes respiratoires contiennent des virus qui vont infecter les personnes autour d'elle. On dit, ou on parle ici, comme je le dis, d'une maladie très très contagieuse, Chérifa. Effectivement. Donc docteur, qui peut attraper la poliomyélite? Alors, puisque c'est une infection, puisque c'est un virus, tout le monde peut attraper la poliomyélite. Mais je parle surtout des personnes les plus vulnérables. Alors, les personnes les vulnérables, c'est les personnes qui ne sont pas vaccinées. C'est aussi simple que ça. Exactement. C'est des régions où la vaccination n'est pas généralisée. Donc le danger est très grand. Le danger est très grand parce que malheureusement, dans notre cher continent, il y a beaucoup de régions où la vaccination n'est pas généralisée, soit parce que elle n'est pas liée à la scolarisation. Je donne un exemple. En Algérie, la vaccination anti-polio est obligatoire, que ce soit c'est-à-dire pendant qu'on est bébé ou quand on rentre à l'école. La vaccination, elle est liée à la scolarité.
Il y a d'autres pays où la vaccination n'est pas liée à la scolarité et où même pire, tous les enfants ne sont pas scolarisés. Il y a des enfants qui n'ont pas accès ni à la scolarisation ni à la vaccination. C'est vrai que ça s'est amélioré par rapport au XXe siècle, mais ça reste quand même, il y a certaines régions qui n'ont pas accès à la vaccination. Et si on n'est pas vacciné contre la polio, on est en danger de faire une poliomyélite parce que c'est un virus, c'est une maladie contagieuse, c'est une maladie virale. Donc n'importe quelle personne peut être contaminée et faire développer une pathologie. C'est comme la diphtérie par exemple, qui est une maladie contagieuse, maladie infectieuse, qui certes elle est bactérienne, mais n'importe quelle personne peut être en contact avec d'autres personnes et être contaminée. Maintenant, le danger, c'est quand on n'est pas vacciné. Parce que on peut faire, si on est vacciné, on peut faire une infection à poliomyélite. Une petite réaction. Une petite réaction ou même aucune symptomatologie. Par contre, si on n'est pas vacciné, il y a un grand risque de faire une infection avec des complications infectieuses et surtout non infectieuses. On va voir dans les symptômes. Donc le danger, chez les personnes qui ne sont pas vaccinées. Le danger, généralement, existe ou se trouve dans les eaux usées. Chérifa, comment tu expliques la présence dans les eaux usées, justement? C'est parce que la poliomyélite, c'est également une maladie à transmission féco-orale. C'est-à-dire, en fait, que les virus vont se retrouver dans les selles. Et d'une manière ou d'une autre, l'eau peut être contaminée, en fait. C'est pour ça que, justement, dans la prévention, on parle également de la mise en place de systèmes d'assainissement adéquats. Donc, la mise en place des systèmes d'égouts adéquats, la mise en place des systèmes d'évacuation des selles adéquats, en fait. Et la mise en place, justement, des stations d'épuration des eaux usées. Donc, on va dire des environnements ou des villes, des lieux où il n'y a pas tous ces systèmes, en fait. Les gens sont plus enclins à développer cette maladie. Donc, comment, ou plutôt la poliomyélite, docteur, touche principalement les enfants de moins de 5 ans. Une infection sur 200 entraîne une paralysie irréversible. 5 à 10% des personnes atteintes de poliomyélite paralytiques, des suites d'une paralysie des muscles respiratoires. On parle donc, docteur, de poliomyélite paralytique. C'est quoi? Alors, la poliomyélite paralytique, c'est la forme la plus grave, c'est la forme la plus commune. C'est la forme qu'on connaît, c'est la forme typique qui, heureusement, n'est pas la forme la plus fréquente. Alors, c'est la poliomyélite. Il faut rappeler juste que la poliomyélite, dans 70 à 75% des infections à poliovirus, on n'a aucun symptôme. Et ça, c'est une bonne chose, parce que ça reste une infection quand même qui est assez fréquente. 70 à 75%, pas de symptômes. La forme symptomatique la plus fréquente, c'est la poliomyélite abortive. C'est quoi? Ça veut dire surtout chez l'enfant. Pendant 1-3 jours, il fait une fièvre modérée, un petit malaise, une petite fatigue, des maux de tête, une angine, des vomissements, et qui disparaissent après 3 à 5 jours. Donc c'est une forme qui est fruste, c'est pour ça qu'on appelle la forme abortive, c'est-à-dire le virus, l'évolution du virus s'arrête là. C'est-à-dire fièvre, malaise, fatigue, angine. Ça ressemble un peu à une rhinopharyngite ou à une petite intoxication alimentaire. Maintenant, les formes les plus graves, c'est les formes neurologiques. Parce que c'est vrai que c'est un virus féco-oral qui est lié à la transmission hydrique, lié aux mains sales, lié à l'hygiène. Mais ce virus-là, il peut aller du système digestif vers le système nerveux. Il a un tropisme nerveux. C'est comme par exemple pour le botulisme, qui est aussi qui a porte d'entrée digestive, mais avec un tropisme nerveux. Donc le virus de la polio, dans 1 à 5% des cas, il va atteindre le système nerveux central. Soit donner une forme non paralytique, qui sont heureusement aussi les formes les plus fréquentes, par exemple une méningite aseptique, ou bien dans moins de 1%, c'est la poliomyélite paralytique. La poliomyélite paralytique, surtout chez les nourrissants, les jeunes enfants, avec une phase paralytique survenant plusieurs jours après la disparition des symptômes digestifs. Là, on va voir une méningite au début aseptique, puis on a des douleurs musculaires, des paralysies des muscles squelettiques, surtout au niveau des jambes, surtout au niveau des cuisses, surtout au niveau des mollets. Là, on va avoir des douleurs importantes, des paralysies au niveau de ces muscles-là. C'est pour ça qu'on parle de forme paralytique. Parfois, la récupération est bonne. Parfois, malheureusement, on rentre dans le syndrome post-poliomyélitique, où là, on a guéri du virus, mais les complications musculaires vont continuer et on aura une atrophie musculaire
c'est-à-dire le muscle il va perdre de son volume, va perdre de son activité, et surtout chez les enfants parce qu'ils sont en pleine croissance, donc on aura des problèmes de croissance, on aura un membre qui est plus court qu'un autre membre, et le bilan définitif ne va être fait que 2 à 3 ans après la guérison pour avoir un bilan et pourquoi complet. Parce que il y a l'effet du virus, il y a l'effet post-viral. C'est comme pour la Covid, on a des symptômes liés à la Covid, il y a ce qu'on appelle le syndrome post-Covid ou le Covid lent, qui est dû à des réactions inflammatoires, des réactions immunologiques qui sont dues après le vaccin, après le virus. Ils viennent bien après le virus, et on ne pourra faire le constat des dégâts qu'après, j'ai dit 2 à 3 ans après la guérison, pour commencer la prise en charge des muscles, la prise en charge des membres par rapport à tout ce qui est rééducation et tout ce qui est appareillage, parce que c'est des personnes qui ont besoin de béquilles ou de chaises roulantes, etc. Et quand on parle de dégâts, docteur, parle-t-on aussi de cas de mort? Oui, oui, ça peut tuer. On peut faire des méningites, des méningoencéphalites. Ça peut tuer. Ça, c'est la phase aiguë. C'est heureusement que c'est des formes rares, c'est des formes neurologiques, non paralytiques, qui peuvent tuer malheureusement parce que ça reste des méningites, des méningoencéphalites qui sont quand même des formes cliniques assez graves. Et j'aimerais m'étaler là-dessus avec toi, Chérifa. Donc, qu'est-ce qui nourrit ce stade où la personne meurt suite à quoi? Comment? Est-ce à cause de la maladie elle-même, de la négligence ou du système immunitaire? On parle bien sûr de cas de non-vaccination. Et est-ce que on est parfois, même étant vacciné, on peut tomber dans ce danger? Bon, le vaccin procure en général une immunité contre la poliomyélite. Donc c'est un ensemble de facteurs qui vont mener à la mort. Et ce qui rend aussi ce virus dangereux, c'est quand on arrive souvent en forme paralytique. Et donc, on parle de forme paralytique contre le virus. Il faut savoir en fait que le virus peut arriver au niveau de l'intestin, puis l'éliminer dans les selles. Le virus peut également arriver au niveau du sang. On parle de virémie, tout comme il peut atteindre le système nerveux central. Et c'est lorsqu'il atteint le système nerveux central, la moelle épinière, qu'on aura des formes paralytiques. Il y a des formes paralytiques qui peuvent évoluer vers la mort. Pourquoi? Parce qu'il y a paralysie des membres inférieurs. Donc, on va quelque part avoir un problème de respiration. Et s'il n'y a pas de prise en charge immédiate, ça peut évoluer vers la mort. Donc voilà. Donc parlons, docteur, de symptômes à partir du moment où on est atteint. Comment est-ce que on présente cette maladie, ou comment est-ce qu'elle se manifeste en nous? J'ai dit que dans la majorité des cas, il n'y a aucun symptôme, parce que une personne vaccinée peut... Parce qu'il faut dire que le vaccin protège à plus de 95% des maladies. Je parle de cas de non-vaccination. Oui, mais même si une personne qui est vaccinée, elle peut faire une infection à poliovirus, parce qu'il n'y a aucun vaccin qui protège à 100%. Ça n'existe pas. Mais dans la majorité des cas, même chez les personnes non vaccinées, mais surtout chez les personnes vaccinées, on n'a aucun symptôme. Ou bien on fait des symptômes mineurs, des symptômes qui durent quelques jours, petits vomissements, petite diarrhée, petite fièvre. Donc ça c'est au début, mais est-ce qu'après il va y avoir des symptômes? Non, ça c'est pas au début, c'est des formes qui sont légères, ça existe, des formes légères, dans plus de 75% des cas c'est ça. Maintenant dans les formes graves, on a des formes neurologiques, parce que le virus il atteint le système nerveux central. On a des formes qui sont non paralytiques, donc la personne peut faire une méningite, qui le plus souvent est d'évolution favorable, mais elle peut faire une méningoencéphalite ou une atteinte bulbaire, et là ça devient beaucoup plus grave, et c'est là où il y a la mortalité. Et il y a les formes neurologiques paralytiques, surtout chez les enfants. Justement, oui. Bien sûr, les enfants non vaccinés, et là on commence à avoir des signes musculaires, des douleurs musculaires, des inflammations, des atrophies musculaires, et là c'est les formes les plus contraignantes, parce que il faut rappeler que la maladie, la polio, c'est pas une maladie bénigne. Loin de là, la mortalité est de 4 à 6%. Elle peut élever jusqu'à 10% dans certaines régions. Et c'est surtout la forme paralytique, où 2/3 des patients qui font une forme paralytique ont des séquelles. Soit les séquelles les plus graves, c'est l'atrophie musculaire. C'est un handicap, c'est les personnes qui peuvent devenir handicapées parce qu'ils doivent se mouvoir avec des béquilles ou une chaise roulante. Et puis il y a des personnes qui gardent des douleurs pendant des années, qui gardent une fatigue pendant des années, ou une atteinte neurologique avec même des problèmes bulbaires, c'est-à-dire
des paralysies qui vont rester des années jusqu'à la fin des jours. Donc heureusement que cette pathologie est rarement neurologique, est rarement paralysante, mais si ça survient, les séquelles sont vraiment graves. Et parlons brièvement des facteurs de risque, Chérifa, les causes. Alors les causes, c'est comme on le disait dans la transmission, c'est provoqué par un virus qu'on appelle le poliovirus. Et c'est un virus qui a un tropisme pour l'intestin. Et donc, en fait, ce qui va favoriser, déjà comme le docteur le disait, c'est déjà le fait que les gens ne soient pas vaccinés. Donc, il n'y a pas vraiment une immunité. C'est vrai qu'il y a le système immunitaire qui est là, mais il n'y a pas vraiment une immunité face à ce virus. Et puis, il y a les conditions de vie. Comme on parle de transmission féco-orale, le manque d'assainissement, le fait de ne pas se laver les mains, le fait que des aliments ou de l'eau soient contaminés, en fait, par ces virus, parce que les selles sont passées à côté de l'eau. Donc, on a le manque d'assainissement quelque part, le manque de vaccination et voilà. Donc, docteur, la poliomyélite est à quel stade ici en Afrique? On parle d'éradication, d'existence ou de retour? Alors, on parle d'éradication depuis plusieurs années. On est même arrivé à éradiquer dans plusieurs pays d'Afrique. Malheureusement, il reste encore des pays où la polio resurgit, par exemple le Nigeria, par exemple le Niger aussi. Il y a d'autres pays non africains, comme l'Afghanistan. Et malheureusement, ces régions-là, la persistance va retarder l'éradication mondiale. Parce que pour parler d'éradication mondiale, il faudrait s'en débarrasser dans tous les pays du monde, comme on a fait pour la variole, grâce à la vaccination. Oui. Malheureusement, la polio, elle est liée à l'eau. C'est une maladie à transmission hydrique qui est liée aussi au péril fécal, liée à l'hygiène. Et tant qu'on n'a pas réglé tous les problèmes de l'approvisionnement en eau potable, à comment gérer les eaux usées, etc., on n'arriverait pas à éradiquer, parce que la vaccination seule ne suffit pas. Donc il faudrait vraiment redoubler d'efforts, que ce soit sur le plan santé ou sur le plan gestion, infrastructure des maladies à transmission hydrique, pour espérer arriver à une éradication mondiale de la polio. Donc on parle d'une petite existence de la polio un peu partout dans le monde. Donc Chérifa, quelle est l'atmosphère qui nourrit justement l'existence de ce virus? Bon, je crois que ça a déjà été dit. Donc ce qui va vraiment nourrir ou favoriser ce virus, c'est le manque d'assainissement, le manque d'eau potable, le manque de structure de traitement des eaux usées, le fait qu'il y ait un mélange entre les eaux de consommation et les eaux d'égout. Ça aussi c'est un problème, parce qu'il n'y a justement pas de structure en place pour assurer la mise en place, la distribution d'eau potable, l'assainissement, les systèmes d'égout, d'irrigation. Il n'y a pas... Donc c'est vraiment d'abord ces facteurs liés à l'hygiène, aux conditions de vie, parce qu'on peut très bien vacciner des gens, mais s'ils vont encore s'exposer au virus, c'est comme si l'immunité n'aura servi à rien. Et en plus, par rapport à la vaccination, il y a deux types de vaccins. Il y a le vaccin qui est injectable et qui nécessite des rappels réguliers. Et puis il y a le vaccin qui est oral, en fait. Donc c'est vraiment dans des conditions de vie des populations marquées par le manque d'assainissement, le manque d'eau potable, le manque d'hygiène de base. Et comment donc, docteur, diagnostiquer? Le diagnostic est-il simple ou compliqué? C'est très compliqué, parce que vu qu'il y a des formes cliniques assez différentes, on a beaucoup de cas qui n'ont pas été diagnostiqués, ils vont pas être diagnostiqués. Notamment quand il n'y a pas de symptômes neurologiques, quand il y a une forme, ce qu'on appelle la forme abortive. C'est la forme, je rappelle, où il y a juste une fièvre pendant 2-3 jours, juste une angine, juste des petits vomissements, etc. Personne ne va évoquer la poliomyélite, personne ne va demander. C'est pour ça que les chiffres qu'on donne sont sous-évalués. Les chiffres annoncés mondialement, annuellement, sont sous-évalués, parce qu'il y a beaucoup de formes à bas bruit, beaucoup d'infections asymptomatiques qui ne sont pas diagnostiquées. Maintenant, dans les formes neurologiques, là, on est plus aidé par la clinique. Ce qu'on va faire, c'est premièrement de faire une ponction lombaire. Une ponction lombaire dans les formes paralytiques. Donc, comme toute méningite, on va trouver une réaction méningée, donc une méningite, le plus souvent virale. Il y a des méthodes modernes pour faire le diagnostic, par exemple la PCR. Voilà, la PCR, je pense que Chérifa va mieux parler
que moi par rapport à la PCR et l'utilisation. Oui, donc par rapport à la PCR, on va rechercher dans des échantillons de sang où on va rechercher en fait l'ADN du virus. Et c'est comme ça qu'on pourra l'identifier. On va faire une espèce de multiplication pour justement rechercher l'ADN du virus. Sinon, on peut également procéder, vu que le virus est éliminé dans les selles, à l'analyse d'échantillons de selles. Le virus parfois aussi se retrouve dans le sang, donc on peut également procéder à l'analyse d'échantillons de sang. Et comme le docteur l'a dit, on va réaliser une ponction lombaire. C'est-à-dire on va ici prélever le liquide céphalorachidien qui se trouve souvent au niveau de la moelle épinière et du cerveau pour justement l'analyser parce qu'on veut identifier le poliovirus. Et maintenant, parlons du traitement. Il n'existe pas de traitement curatif de la poliomyélite. La prévention est la seule solution. Il y a quand même quelques étapes à suivre ou petits gestes comme ça qui vont avant ou qui aident. Donc on parle de vaccins anti-poliomyélite. Est-ce qu'il peut, Chérifa, protéger à vie? Alors comme je le disais tantôt, il y a deux types de vaccins. Il y a le vaccin injectable qui protège pas à vie parce qu'il faut des rappels réguliers, et puis il y a le vaccin oral. En dehors de ça, le traitement qu'on donne, c'est comme vous l'avez dit, il n'y a pas de traitement curatif. Et lorsqu'on parle généralement de traitement, c'est-à-dire en fait que même quand on fait le diagnostic, on va en fait à la source, on recherche le virus qui a causé. Pourquoi on recherche justement un virus spécifique? C'est pour pouvoir administrer le médicament qui va tuer ce virus-là en fait. Et ça, il n'y a pas. Donc on va donner des traitements qui vont des traitements contre la fièvre, la douleur, les vomissements, les troubles digestifs. Donc les traitements vont dans ce sens-là, mais en soi, il n'y a pas de traitement. Sinon, il faut se faire vacciner et appliquer des mesures préventives. Donc on parle de prévention, docteur. Alors, juste pour montrer la valeur de la prévention dans les maladies infectieuses, notamment en polio, il n'y a aucun traitement viral contre la poliomyélite. Il n'y a aucun traitement viral qui va agir contre le virus de la poliomyélite. Ce qu'on va traiter, c'est les symptômes. Que ce soit les petites formes cliniques, on va donner du paracétamol ou du repos, ou voilà, pour lutter contre la douleur ou la fièvre. Dans les formes paralytiques, on va hospitaliser, on va lutter contre les problèmes dus à l'alitement, c'est-à-dire les thromboses veineuses, les ectasies, les infections urinaires, etc. Et surtout un traitement d'appoint par rapport aux gens qui font des atrophies musculaires, pour faire de la rééducation, pour éviter une déformation des membres, l'appareillage après. Donc la poliomyélite n'a aucun traitement curatif. Et là, c'est là où on parle de prévention. C'est là où la prévention a le plus de valeur. Et grâce à la vaccination, on a pu éradiquer cette maladie dans la majorité des pays du monde, grâce à la vaccination. Parce que cette vaccination, même si elle n'est pas à 100%, elle a un double but. La protection individuelle, mais aussi la protection collective en limitant la circulation du virus. Et bien sûr, dans le volet préventif, il y a aussi le suivi des souches au niveau des eaux usées. Ça, c'est un examen qui se fait dans les pays les plus développés. C'est de faire des analyses, des échantillons des eaux usées pour voir s'il y a une présence de souches ou pas. Ça fait partie de la surveillance. Maintenant, dans la poliomyélite, c'est là où la prévention prend tout son sens, parce que grâce à la vaccination, bien sûr que pour le calendrier vaccinal, chaque pays a son propre calendrier vaccinal pour lutter contre cette pathologie. Je rappelle qu'en Algérie, on a déjà le vaccin de la polio orale qui commence à la naissance. À la naissance, on introduit le vaccin polio oral, puis à l'âge de 2 mois, puis un rappel à l'âge de 4 mois. Puis on va jusqu'à l'âge de 11 à 13 ans faire des rappels régulièrement contre la polio orale. Et je rappelle que dans mon pays, l'Algérie, on avait beaucoup de cas dans les années 50, les années 60. Et grâce à la vaccination, à la généralisation, on n'en voit plus de cas de polio. Mais vu qu'on est un pays africain, on surveille toujours ce qu'on appelle les paralysies flasques aiguës. On a une instruction ministérielle où tous les médecins, que ce soit pédiatres, que ce soit généralistes, doivent détecter, dépister et déclarer tout cas de paralysie flasque aiguë chez l'enfant. Je rappelle qu'il n'y a pas que la polio qui donne une paralysie chez l'enfant d'origine virale, mais on doit déclarer et faire des investigations devant tout cas de paralysie flasque aiguë, parce qu'on n'est pas à l'abri de la résurgence de la polio partout dans le monde. Et justement, j'ai une toute petite question bonus. Si on est complètement paumé dans ces vaccinations, ces rappels, toute ressemblance, on fait quoi? Est-ce qu'on refait la totale ou est-ce qu'il faut tout refaire?
Ça dépend de là où on vit, là, ça dépend de notre profil vaccinal. Là, si dans beaucoup de pays en Afrique, il y a un calendrier vaccinal qui est respecté et il faut juste rattraper. Quand il y a un retard, il faut juste rattraper. Maintenant, il ne faut pas hésiter à consulter le pédiatre qui, selon le carnet de vaccination, va dire est-ce qu'on doit refaire ou on doit continuer, c'est-à-dire au cas par cas. Bah. Merci à vous, merci Chérifa, merci docteur. C'était un numéro consacré à la poliomyélite, une maladie très contagieuse. Alors, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, même station. D'ici là, prenez soin de votre santé et de votre communauté.